Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la guerre qui a ravagé les États-Unis durant 4 ans. Au 19e siècle, le nord et le sud des États-Unis sont en rivalité. La tension est si forte qu'en 1861, le sud fait sécession du reste du pays. Bien évidemment, le nord n'accepte pas la situation et une terrible guerre s'engage. Vous voulez en savoir plus sur la guerre de sécession? Venez avec moi. Au début des années 1860, les États-Unis forment déjà un immense pays. Il se compose de 34 États fédérés entre eux, ainsi que d'un vaste territoire qui n'est pas encore vraiment organisé. Bien que l'ensemble soit dirigé par un seul gouvernement appelé gouvernement fédéral, chaque État peut avoir ses propres lois dans certains domaines. Le Sud, regroupant 15 États comptant environ 12 millions d'habitants, avait son économie basée sur le système des plantations de coton, de riz, de canne à sucre et de tabac cultivés par les 4 millions d'esclaves. La plus grande ville est la Nouvelle-Orléans, qui atteint 160 000 habitants. Pour les planteurs du Sud, l'emploi d'esclaves est une nécessité. D'après eux, seuls les esclaves sont capables de travailler dans des conditions climatiques aussi éprouvantes. Climat tropical humide. Le faible coût de cette main-d'œuvre est aussi un grand avantage. On estime qu'entre 1850 et 1860, près de 70 000 esclaves noirs sont introduits en fraude aux États-Unis. Les propriétaires, pour éviter le manque de main-d'œuvre, se livrent à l'élevage des esclaves noirs, en particulier dans le Maryland et en Virginie. Tous les esclaves ne sont pas maltraités par leurs maîtres, comme le véhicule le cinéma et les séries. Dans les grandes plantations, beaucoup d'entre eux faisaient partie de la famille. Cependant, dans les petites exploitations, bien souvent les esclaves travaillaient de 16 à 18 heures par jour, malmenés par les propriétaires et contremaîtres, subissant des châtiments corporels à la moindre faute. Le coton était vendu aux industriels du Nord-Est et surtout exporté vers le Royaume-Uni, où l'industrie textile en est très grand essor. Beaucoup de planteurs sont endettés vis-à-vis des financiers du Nord, qui achetaient à bas prix le coton du Sud. Par contre, le Sud, dépourvu d'industrie, devait importer la plus grande partie des produits industriels que les financiers du Nord vendaient très cher. Le Sud demande donc l'abaissement des droits de douane qui lui aurait permis de s'approvisionner à meilleur marché, ce que le Nord refuse. Le Nord avait une économie diversifiée et industrielle. Les ressources agricoles sont nombreuses, du blé, de la viande, des produits laitiers qui trouvaient un débouché dans les villes nombreuses, et le blé était en partie exporté vers le Royaume-Uni. Une grande partie des agriculteurs étaient des petits et moyens propriétaires. C'est une partie de ces agriculteurs qui vont partir vers l'ouest pour coloniser les terres indiennes, car il faut acheter la terre au gouvernement fédéral et s'équiper. Pour pallier la pénurie de main-d'œuvre pour cultiver cet immense espace, ils se mécanisent. Les ports du Nord-Est étaient actifs dans l'exportation des produits américains vers l'Europe. Ils étaient aussi le point d'arrivée d'une population immigrée de plus en plus nombreuse. Alors qu'il n'y avait eu que 70 000 immigrants de 1800 à 1810, ils étaient 427 000 pour l'année 1854. Pour l'essentiel, il s'agissait de Britanniques, de Scandinaves et de Germaniques. La plus grande partie des immigrants restaient dans les villes, faute d'avoir les capitaux nécessaires pour aller s'installer comme agriculteurs dans l'Ouest. Cet afflux d'étrangers donnait naissance à la société mélangée caractéristique de la vie américaine. Cette arrivée d'immigrants, dont très peu partaient pour le Sud ou l'Ouest, donnait aussi un avantage politique aux États du Nord, puisque le nombre d'élus à la Chambre des représentants était proportionnel à la population de chaque État. Un esclave comptait pour 3/5 d'habitants. Les villes deviennent gigantesques. New York a 500 000 habitants, Philadelphie près de 340 000. L'industrie textile et la métallurgie se développent pour permettre le développement urbain ou pour fournir l'équipement des pionniers qui partaient s'installer à l'ouest. Pour pouvoir se protéger face à la concurrence des produits britanniques qui à l'époque inondaient le monde, les patrons américains étaient très favorables à des droits de douane élevés. Les ouvriers agricoles et industriels étaient par ailleurs hostiles à l'esclavage, car ils considéraient que cette main-d'œuvre à bas prix était pour eux un danger pour les salaires et l'emploi. Pourtant, tous n'étaient pas partisans de l'égalité des droits entre blancs et noirs. Quelques États du Nord pratiquaient la discrimination raciale en interdisant certains établissements aux Noirs ou ne leur reconnaissaient pas de droits politiques ou les empêchaient de les exercer. Ces 34 États américains forment finalement deux clans rivaux qui ne s'entendent pas sur la façon de gérer le pays.
Les États du Nord veulent donner beaucoup de pouvoir au gouvernement fédéral, alors que ceux du Sud réclament plus de liberté. Autre désaccord, le Nord, très industrialisé, souhaite favoriser les entreprises américaines, alors que le Sud veut commercer librement avec les entreprises étrangères. En novembre 1860, Abraham Lincoln est élu président des États-Unis. Celui-ci appartient justement aux Républicains, un parti politique qui se prononce clairement contre l'esclavage. Dans le Sud, cette élection mécontente évidemment les propriétaires terriens. Ils craignent que ce nouveau président, qui veut leur interdire de posséder le moindre esclave, ne les contraigne inévitablement à la ruine. Sa désapprobation personnelle de l'esclavage ne signifie pas qu'il avait l'intention de l'interdire. Je n'ai pas l'intention, insiste-t-il dans un débat de 1858, d'interférer avec les institutions de l'esclavage dans les États où ils existent. Il répète la même chose lors de sa campagne électorale de 1860. En novembre 1860, le candidat républicain Abraham Lincoln est élu avec 39,8% des voix, mais une majorité absolue au sein du collège électoral. Les États du Sud, qui avaient annoncé leur sécession si Lincoln était élu, le vivent comme une véritable déclaration de guerre et entament aussitôt un processus de sécession de l'Union pour former les États confédérés d'Amérique. Un complot pour assassiner le nouveau président avant son investiture, précédé de nombreuses lettres de menaces, est déjoué le 23 février 1861 à Baltimore. Les États confédérés d'Amérique regroupent la Caroline du Sud, le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane, le Texas, la Virginie, l'Arkansas, le Tennessee et la Caroline du Nord. Le 4 février 1861, des représentants de ces 7 États rebelles se réunissent à Montgomery, en Alabama. Ensemble, ils forment une alliance appelée les États confédérés d'Amérique. Ils installent leur capitale à Richmond, en Virginie, et choisissent l'un des leurs, Jefferson Davis, comme président. Au printemps, ils sont rejoints par l'Arkansas, le Tennessee, la Caroline du Nord et la Virginie, dont une partie des territoires refuse cependant la sécession en prenant le nom de Virginie occidentale. Cette situation est intolérable pour le président des États-Unis. Selon lui, les États fédérés doivent lui obéir et n'ont pas le droit de faire ainsi sécession. Dans le camp nordiste, appelé aussi Union, comme dans le camp sudiste, la guerre est dans tous les esprits. Bientôt, des dizaines de milliers de soldats sont recrutés. Et le 12 avril 1861, les sudistes bombardent le fort Sumter en Caroline du Sud, qui abrite des soldats de l'Union. Cette attaque soudaine marque le début de la guerre de sécession que les Américains appellent plus simplement la guerre civile. Pour se reconnaître sur le champ de bataille, les nordistes conservent la couleur bleue de leur uniforme, tandis que les sudistes adoptent la couleur grise. À chacun son drapeau, où chaque étoile représente un État. Bien sûr, aucune étoile n'a disparu sur le drapeau des États-Unis afin de ne pas reconnaître la sécession. 13 étoiles apparaissent sur le drapeau de la Confédération pour symboliser les États sécessionnistes. En juillet 1861, les sudistes, qui se font appeler les rebelles, remportent la première grande bataille de cette guerre, près de la rivière Bull Run. Mais cet avantage ne dure pas. Un an plus tard, en septembre 1862, l'Union, qui se fait appeler également les Yankees, tiennent leur revanche lors de la bataille d'Antietam. Ces combats ont un tragique point commun, ils sont d'une extrême violence et très coûteux en hommes. À Gettysburg, en juillet 1863, plus de 50 000 soldats sont tués, blessés ou capturés. Une nouvelle fois, c'est une victoire pour l'Union, qui prend désormais l'avantage sur leur adversaire. De part et d'autre, de grands chefs sont à la manœuvre, comme le général William T. Sherman ou encore Ulysse Grant pour l'Union. On trouve également le général Thomas Jackson, surnommé le Mur de Pierre, ou le général en chef Robert E. Lee pour les États sudistes. Bien que l'infanterie et la cavalerie jouent encore un rôle déterminant, la guerre de sécession fait aussi un très large usage de l'artillerie lourde et de la machine à vapeur qui compte notamment les premiers cuirassés blindés. Au départ, l'Union lutte d'abord pour mettre fin à la sécession des États du Sud. Mais à partir de 1863, elle s'engage aussi contre l'esclavage après qu'Abraham Lincoln ait signé la proclamation d'émancipation. Ce texte déclare que tous les esclaves vivant dans le sud des États-Unis seront désormais libres. Les États esclavagistes refusent catégoriquement de l'appliquer. En prenant position comme il le fait contre l'esclavage, le président Abraham Lincoln nourrit en réalité d'autres objectifs. Il espère notamment recevoir en retour le soutien de la population noire, ainsi que celui des pays européens. Il veut aussi encourager les rébellions d'esclaves dans les plantations pour déstabiliser les États du Sud.
Pendant l'été 1863, les troupes du Nord s'emparent de la ville de Vicksburg. Dès lors, ils contrôlent le fleuve Mississippi. Le territoire de la Confédération est donc coupé en deux, ce qui l'affaiblit considérablement. À la fin de l'année, ce sont environ 65 000 soldats de l'Union qui traversent la Confédération pour rejoindre la côte. Tout au long des 500 kilomètres qu'ils parcourent à pied, ils détruisent tout sur leur passage villes et plantations. En 1864, les États du Nord s'emparent de la ville de Petersburg, puis de celle d'Atlanta, qui est même ravagée par un immense incendie. Richmond, la capitale de la Confédération du Sud, est enfin à leur portée. Quelques jours plus tard, le 9 avril 1865, le Sud capitule. La guerre est finie. Jefferson Davis est contraint de s'enfuir au Mexique, mais il est rattrapé et emprisonné. Le 14 avril 1865, Abraham Lincoln assiste à une pièce de théâtre à Washington. La guerre est terminée depuis quelques jours seulement, mais un homme, John Walt Booth, veut venger la défaite de la Confédération. Introduit dans la loge présidentielle, il abat Lincoln d'un coup de revolver. Comme on l'a vu, la guerre de sécession durant ses 4 années d'existence a engagé de nombreuses troupes avec des fortunes diverses. L'industrie du Nord et sa population plus nombreuse a permis à l'Union de prendre l'avantage et de remporter le conflit sur les sudistes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi tous les matins à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.